contre l'Allemagne, pardon, elle a montré un visage extrêmement séduisant. La réflexion que se font les observateurs ici, c'est qu'une équipe est en train de naître. Donc elle aborde un match qui est encore plus difficile que les précédents contre le ROC espagnol qui a produit une énorme impression sur son premier match, avec apparemment une pression qui n'est pas forcément plus importante que ça, puisque l'équipe se sent vraiment très très bien ensemble. On sent que les gars sont très heureux. Donc on peut s'attendre à voir un très beau match, puisque les Espagnols commencent également à craindre la France, même s'ils font partie de leur tableau de marche pour arriver en finale. Messieurs Hansson et Olsson, deux Suédois pour arbitrer ce France-Espagne qui va attribuer la première place du groupe avant que nous suivions bien sûr ensemble la dernière journée. Deux équipes qui ont donc remporté chacune leurs 3 premiers matchs dans cet Euro. Pour l'équipe de France, la rotation continue. Grégory Anctil n'est pas là, Thierry Omeyer et Daniel Narcisse, les deux jeunes non plus. Pour le reste, c'est donc du traditionnel côté espagnol. En plus de l'absence de Dutchebaev, ajoutez-y celle normale de Ortega, le défenseur, et d'Urdiales qui souffre du même problème que Dutchebaev, c'est-à-dire une bronchite. Urdangarin également est bronchiteux, mais il tient sa place. Voilà, c'est donc parti avec les Français qui commencent avec Richardson. Casale et Jackson Richardson qui commence de la même manière que contre l'équipe d'Allemagne, c'est-à-dire en attaquant, Eric. Exactement, donc l'Espagne montre sa défense habituelle avec Masip très avancé sur Jackson. Je pense que la performance de Jack contre l'Allemagne ne les portera pas à faire autrement. Et puis je pense que les Français ont préparé quelques petits enchaînements pour faire rentrer dans la défense et que les arrières se libèrent. Alors c'est une base arrière 100% barcelonaise du fait de l'absence de Dutchebaev qui s'est présenté face aux Français, qui a perdu le ballon avec désormais donc Andrej Golic qui va aller retrouver sa place d'ailier gauche et Jackson Richardson au poste de demi-centre. Andrej Golic qui a fait quelques cauchemars après le France-Allemagne où c'est vrai au cours de ce match Andrej a eu pas mal d'échecs au tir, n'a pas fait un grand match et on peut rajouter aussi que la pression du public croate envers ce joueur Andrej Golic originaire de Yougoslavie n'a pas été franchement sport et dans les conditions que vous imaginez, et c'est vrai qu'Andrej était un peu affecté. Enfin tout va bien maintenant pour Andrej Golic. Les Espagnols à l'attaque avec Masip. Pour Rechepkin. Et que disent les arbitres? Faute de la défense française. Avec Masip, Lozano, Didier Dinard qui est par terre. Alors est-ce que Didier Dinard va nous faire comme à chaque match, c'est-à-dire un but sur une action, 1 sur 1 pour ce joueur qui évolue essentiellement en défense? On va voir. Je crois que le plus gros travail de Didier ce soir, ça va être de contenir Chepkin. C'est un pivot énorme qui sollicite énormément d'attention en défense. Donc je crois que la priorité pour Didier, c'est essayer de juguler les ballons qui pourraient lui arriver. Voilà, un deuxième coup franc sur Chepkin qui aurait peut-être mérité plus puisqu'il était en position d'aller au tir. Mais je crois que la consigne a été faite de vite resserrer quand le ballon lui arrive dans les mains, quitte à aller à 3 dessus, dans la mesure où apparemment il ne libère plus le ballon quand il le reçoit. Urdangarin a pris l'intervalle comme à son habitude et il provoque le penalty avec l'accord sportif d'Andrej Golic, qui est donc l'auteur de cette faute, et avec Rafael Guirosa, le spécialiste penalty en Espagne, la possibilité d'égaliser. Voilà, c'est fait avec Christian Godin qui débute la partie et qui est donc battu. Ouais, Christian choisit le bon côté, mais un petit peu court, mais Guirosa a quand même de très très bons pourcentages sur les 7 mètres, donc ça n'est pas facile pour Christian. Allez, un partout entre les Français et les Espagnols, ici à Rijeka. Alors, les Français étaient à Zagreb, il y a eu un voyage de 180 km avec un col de montagne à passer, donc un voyage de 2h30. Les Français étaient très fatigués, certains n'ont pas beaucoup dormi, et il y a eu la journée de repos d'hier quand même, donc dans la foulée pour ce déplacement, et après pour un entraînement d'1 heure en fin de journée. Les Français ont pu enfin se reposer cette nuit. Ce matin, une demi-heure seulement d'entraînement, et les voici, en espérant donc que la fatigue n'aura pas fait des dégâts, parce que c'est vrai que alors qu'on revoit la faute, c'est vrai que ce déplacement de Zagreb à Rijeka est assez, on va dire, pas étrange, mais assez bizarre, parce que les Français ont dû se lever à 6 h du matin pour partir à 9 h, alors que la veille, ils avaient joué à 21 h et que leur match s'était terminé vers 23 h. Oui, mais c'est le genre de souci qui semble absolument pas les gêner en ce moment. C'est extraordinaire de voir cette équipe. Chacun semble très heureux d'être ensemble. C'est une équipe qui, effectivement, comme l'a dit Bruno, est en train de naître. Et ce match contre l'Espagne est de toute façon un atout supplémentaire pour continuer à se construire.
puisqu'il n'y a pas une obligation vitale. Et voilà, deuxième de Jack. Et le 2 sur 2 pour Jackson Richardson. Ça va être la même chose que contre les Allemands. Si c'est le cas, là, attention, la France est capable de tout. Et il fixe Massip et ça rentre. Alors de l'autre côté, ouais, vous l'avez raté, il y a eu une action de Girosa qui s'est manquée. Les Français en contre-attaque, allez Cédric. Ah Cédric, ah ouais, qui avait la possibilité de trouver Bertrand Gilles, Cédric Burdet. C'est reparti, Ortega, Massip. Ah, pour l'instant le 6 espagnol, le 7 espagnol sur le terrain, c'est Barcelone. C'est l'équipe de Barcelone pour l'instant qui est sur le terrain avec Barufet, Urdangarin, Lozano, Massip, Chepkin, Ortega, Girosa. Penalty. C'est vrai que l'absence de Douchibayev n'est pas vraiment pénalisante pour une équipe qui a gagné 4. Ce qu'a fait Marc Wilberger, une passe d'une subtilité. Et Stéphane Joulin, la conclusion. Alors, ouais, Marco qui tente ce petit schwenker, excusez-moi Fred, oui, qui fait sauter le défenseur, qui passe à côté, qui retrouve Stéphane Joulin qui était rentré. C'est vraiment une grande action de la part de Marco, belle clairvoyance. Et le sourire sur les images que vous avez aperçu de Daniel Costantini, un sourire qui était envers Marc Wilberger, au sujet duquel il a dit toujours à la fin du match contre l'Allemagne et avec des mots un peu cassés par une voix tremblotante et pleurante. Je suis content d'avoir fait confiance à Marc Wilberger, même si je n'ai pas forcément cru en lui. Comme quoi il faut toujours faire confiance aux gens. Et il y a en tout cas une grande joie concernant Wilberger. Richardson actuellement pour l'entraîneur. Voilà, parfait. Voilà, les Français ont respecté la consigne, sont venus à 3. Ce qui aurait dû théoriquement éviter de ressortir un joueur plus particulièrement pour le sanctionner de 2 minutes. Mais bon, malgré tout, les arbitres ont choisi de sortir Didier. Ouais, 2 minutes pour Didier Dinard, infériorité numérique. Mais enfin, la satisfaction entre guillemets de cette occasion était de voir qu'il y avait vraiment bien 3 défenseurs sur le pivot, alors que ce soit Chepkin. Et c'était la consigne de Daniel Costantini, un premier arrêt de Christian Godin. La consigne de Daniel Costantini était de dire à 3 sur Chepkin quand il a le ballon, sinon c'est pas la peine, il le mettra. Et donc là, Chepkin ou Juancho Pérez, même chose, ils sont 3 dessus. Et Christian sort un ballon important là sur une situation en surnombre pour l'Espagne qui n'en a pas profité. Donc c'est peut-être l'occasion de montrer à tout le monde que malgré tout les Français méritent d'être devant au score comme c'est le cas actuellement. Hier, les Français se sont entraînés avec une base arrière Burdet, Golic, Richardson. Est-ce que Daniel Costantini va s'en occuper? Non, peut-être pas pour l'instant, car c'est Patrick Casal qui lui aussi se fait un plaisir de battre ses amis espagnols. Ouais, la défense espagnole est un peu surprenante, un petit peu passive, alors qu'ils sont un de plus. J'ai l'impression que leur attention est surtout obnubilée par Jackson, qui trouve quand même des solutions. Mais attention, tout le monde est en train de répondre présent chez les Français. Voilà, peut-être une montée de balle. Oui, et la grosse caisse des supporters allemands est en train de faire la différence. Les Allemands qui joueront après contre la Norvège. Un match à suivre sur Pathé Sport. Lozano. Bien défendu, très bien défendu. Toujours infériorité numérique pour les Français qui mènent 6-3 face à l'Espagne. Ce qui est pour l'instant une énorme sensation ici à Rijeka. Lozano, Massip. Oh, Girosa, oui, Stéphane Joulin, allez, qui avait bien défendu, et Christian Godin qui était dessus, et du coup Eric Quintin s'est lâché. Girosa qui avait un angle très important, qui avait peu l'habitude de rater ses tirs depuis le début de l'Euro. Donc Christian, encore un arrêt important, il se pourrait qu'il retrouve son niveau le plus haut, et ce serait un bien fou pour l'équipe de France qui en a besoin également. Oui, parce qu'il y a également Bruno Martini qui pour l'instant casse la baraque entre guillemets. Bertrand Gilles va au poste de pivot. Les Français sont de nouveau à 7 contre 7. Dommage. Patrick qui avait réussi à libérer un ballon extraordinaire pour Marco. L'intervalle s'est ouvert et l'arbitre a sifflé. Dommage. Patrick Casal, Stéphane Joulin, Jackson Richardson avec la rentrée de Marc Wilberger. Voilà, mauvaise passe. On va repartir. Jackson Richardson encore une fois. Et Barufet qui a beaucoup de problèmes. Sans doute le meilleur gardien du monde actuellement, Barufet, et qui a beaucoup de problèmes sur les tirs à la hanche de Jackson. C'est vrai que Jack use beaucoup de ce tir-là. Il en a usé contre les Allemands. Il a pris des intervalles. Barufet touche les 2 ou 3 derniers tirs de Jack. Mais bon, c'est un tir extrêmement dur à trouver. La défense cache le bras du tireur. Jack croise bien le ballon et Barufet ne fait que le toucher et ne peut que regretter d'avoir récupéré dans les buts. Et 7-3 pour l'équipe de France. Pour l'instant,
L'équipe de France est en train de faire un Euro, mais alors déconcertant. Alors attention, si jamais la France venait à gagner ce match, la qualification n'est pas forcément assurée. Parce que si l'Espagne, qui a battu la Croatie, demain battait bien l'Allemagne, l'Espagne aurait une victoire face à la Croatie et une défaite face à la France. Si la France venait à perdre demain contre la Croatie, ça serait le même principe. Et la Croatie qui aurait à ce moment-là battu la France et perdu contre l'Espagne, il y aurait une relation à 3 et un goal average particulier en fonction de ces 3 équipes. Donc c'est pas encore gagné ce soir. Hein. Je pense pas que ce problème préoccupe vraiment les joueurs. Là, ils sont en train de jouir de grands moments sur le terrain. Je crois que c'est le plus important, vivre le moment présent en ce moment. C'est ce qui les rend heureux, c'est ce qui les rend heureux, et nous en tout cas de les voir jouer. Donc ils prennent les choses les unes après les autres et ils savent que leur avenir va se construire sur un an, et donc ce match-là est important pour eux pour voir ce qu'ils valent et continuer à créer leur identité. Massip, Urdangarine, Lozano, Massip. Les 2 joueurs de Barcelone qui allaient chercher leur 3e compère de Chepkin, et c'est la contre-attaque. Allez, André Golic, c'est important celui-là, voilà, ça rentre. Très important, André Golic qui dans cette situation s'était loupé face à l'Allemagne. La confiance est revenue pour André. Ouais, il a choisi d'éviter de tirer à mi-hauteur comme il l'avait fait contre l'Allemagne. Mais là, l'équipe est en train encore de prendre un ascendant extraordinaire sur un adversaire que nous pensions extrêmement dur à jouer. Oui, là pour l'instant c'est du rêve, hein, c'est clair. Alors que Jordi Nunez est entré donc dans les buts, et que Entrerrios, le jeune très prometteur joueur de Léon, est entré à la place de Lozano. Massip avec Girosa face à Burdet. Bien défendu Cédric. Ouais, la défense française est bien mobile. Je pense que la position de Bertrand Gilles sur Massip perturbe beaucoup les Espagnols, parce que Bertrand est très costaud, donc il est très difficile à prendre en 1 contre 1. Massip joue surtout sur sa puissance, et face à Bertrand, c'est un argument qui n'est pas valable. Et passage en force de la part des Espagnols, les Français qui vont pouvoir remonter le ballon. Non, le repli défensif de l'équipe d'Espagne, et ça sera une attaque placée. Pour l'instant, les Français sur 3 matchs ont proposé 3 systèmes différents en attaque. Aujourd'hui, encore une fois, il y aura des choses différentes, ce qui met en valeur, donc, et ça Daniel Costantini tenait à le souligner, les capacités de s'adapter de chacun des joueurs de cette équipe, un peu comme c'était le cas pour l'équipe de 89-90 qui avait permis donc de se qualifier pour les JO de 92, et cette espèce de plasticité, comme l'appelle Daniel Costantini, c'est une grande joie pour l'entraîneur français. Ortega a pris un coup. Ouais, Ortega a tenté d'intercepter, je crois qu'il a dû prendre le coude de Jack dans la figure. Et comme c'est Jackson Richardson, c'est tout sauf méchant. Et Jackson d'ailleurs s'inquiète, vous ne le voyez pas sur ces images, mais s'inquiète de la santé d'Antonio Ortega. Voilà, les Espagnols qui mettent Ugalde en défense à la place d'Ortega. Ce qui pourrait être problématique pour les Espagnols qui ont choisi de jouer avec un seul ailier droit gaucher. Ça pourrait être gênant pour eux. Oui, dans la mesure où Urdiales est également bronchiteux. Alors on attend également au poste de pivot aujourd'hui Laurent Puisségur, pour gêner éventuellement Chepkin, qui là encore une fois fait un geste défensif superbe sur Patrick Casal. Et il est possible aussi qu'André Golic se retrouve à la manœuvre et que Bertrand Gilles prenne la place d'arrière gauche. Voilà quels sont dans les petits secrets de l'entraîneur français. Mais bon, comme a dit Daniel Costantini, nous avons choisi l'option tactique en attaque face à l'Allemagne, entre l'hymne national et le coup d'envoi. Attention, Girosa. Et les Français sont là au repli, récupèrent la balle, c'est bon. Les Espagnols qui n'y sont pas. Hein. Là, si les Espagnols en plus ne s'expriment pas en montée de balle, c'est qu'on est vraiment en place. On peut remarquer quand même, Frédéric, on est à 8-3 au bout d'un quart d'heure de jeu contre l'Espagne, et ça n'a pas dû arriver très souvent à une équipe de France de handball. Oh oui, c'est phénoménal ce que font les Français. Et si ça dure, ça va devenir énorme. Ça va devenir un championnat à la française, hein. C'est-à-dire on se souvient des championnats du monde. Allez, un arrêt de Jordi Nunez sur Patrick Casal qui pour la 2e fois est mis en échec sur ses tirs. Massip, ah oui, Massip est passé facile là, hein. 8-4. Voilà, Massip qui a usé de sa puissance pour profiter du fait que c'était peut-être Jack en face qui est en général qui choisit en priorité de jouer sur les trajectoires de balles ou sur les ballons.
Là, le travail en puissance de Massip est aussi efficace avec son équipe de Barcelone. Oui, avec le risque, hein, c'est-à-dire que Marc Wilberger était parti sur Chepkin, hein, à 3 sur lui, c'était la règle. Donc forcément, ça risque de créer des espaces. Et le fait de simuler la passe sur Chepkin pour Massip, bah, ça peut mettre vraiment tout le monde dans le vent. Alors, temps mort, hein, demandé rapidement par Daniel Costantini, tout de suite après celui de Juan de Dios Roman, c'est-à-dire qu'il a une petite inquiétude là. Oui, il sent que les Espagnols, c'est surtout sur le plan offensif. Là, on a eu un refus de jeu, ce qui est toujours assez perturbant pour une équipe de voir qu'on n'arrive pas à trouver de solution vers le but. Donc Daniel a souhaité certainement, je pense, remettre quelques petits axes en place. Les choix tactiques sur le plan offensif devaient tourner autour d'une rentrée d'arrière pour obliger le défenseur avancé à s'écarter du secteur central et avoir des problèmes de choix sur le joueur à prendre en défense. Donc la volonté était présente, mais il s'est trouvé que beaucoup trop de joueurs rentraient à la fois. Et lors du dernier tir, Patrick Casal s'est retrouvé au tir, mais avec personne à l'aile gauche pour pouvoir s'appuyer en cas de difficulté. Oui, après cette rentrée d'arrière sans ballon, il était prévu un croisé avec le pivot. Allez, bien on regarde tout ça. Les Français récitant leur handball avec beaucoup d'abnégation, de passion et de talent dans cet Euro. Patrick Casal, Marc Wilberger, Jackson Richardson. Allez, libre. Oh, Jackson Richardson, Bertrand Gilles. Et comme dit Eric, mamma mia que c'est beau. Ah oui, Jackson, bon, il a énormément monopolisé le ballon, mais il a tout fait, quoi. Il a feinté à gauche, feinté à droite, feinté le tir, et finalement lâché un ballon extraordinaire à Bertrand. Voilà, hop, je me casse la tête. Et j'attrape le ballon en un dixième de seconde, je saute. Parfait Bertrand, encore une fois, qui répond présent, comme il le fait depuis le début. C'est peut-être l'Euro de Jackson Richardson pour l'instant. Jackson qui hier n'avait dormi que 5 heures et qui était dans un état, le pauvre, vous savez qu'il aime bien dormir Jackson. Et allez, l'arrêt de Christian Godin. Et là il a repris toutes ses Allez, on peut monter. Il y a Jordan Garin qui est resté à la traîne. Golic, Bertrand Gilles, Marc Wilberger. Voilà, bon petite temporisation des Français. Donc effectivement Ortega est toujours dehors, donc les Espagnols jouent sans gaucher à l'aile droite. Voyons voir comment ils trouveront moyen de s'arranger de cette situation. Oui, il joue avec Ugalde. Et donc c'est forcément pas la même chose. Le tir de Marc Wilberger arrêté par Jordi Nunez. La contre-attaque avec un bon repli défensif des Français, ça n'ira pas très loin. Allez, on défend maintenant avec Urdangarine et c'est à côté. Antonio Ugalde, pour revenir à l'ailier droit qui est habituellement ailier gauche, évolue à Granollers dans un club en plein doute qui a notamment fait venir Vranjes et ça peut-être aussi avoir des effets négatifs. Ugalde qui est en strict sur Jackson Richardson. Voilà, c'est vrai que la performance de Jack incite les Espagnols à prendre Jackson carrément strict. Et Cédric Burdet a tiré, mais ça a été dévié par un défenseur espagnol, donc c'est jet de coin. Bon, les Français n'avaient pas été réellement perturbés par cette option contre l'Allemagne. Maintenant, il faut voir si les Espagnols vont mettre plus. Oh, mais c'est Marc Wilberger, voilà. Marc Wilberger, comme son grand copain Jackson Richardson, est en train lui aussi de s'affirmer encore plus, à un degré moindre bien sûr en comparant les deux joueurs, mais encore plus dans cet Euro. Avec comme tout joueur, comme tout athlète, comme tout sportif, on a besoin d'être en confiance pour être performant, et Marco est en train de se sentir de mieux en mieux. C'est vrai que Daniel a insisté sur lui et ça lui a certainement donné le moral pour continuer à insister. Et ensuite l'ambiance de l'équipe l'a porté et il répond présent maintenant. Chepkin face à Dinard, Lozano, Massip, Lozano et Ugalde. Ben oui, forcément il est du mauvais côté Ugalde. Ah, penalty, on va revoir ça sur le ralenti. Christian Godin qui va laisser sa place à Bruno Martini. Alors on revoit ça. Lozano pour... marqué en défense, enfin il passe devant Ugalde au moment du tir. Mais il ne me semble pas qu'il est gêné plus particulièrement que ça, Ugalde. Ouais, donc ça fait défense en zone pour l'arbitre. Girosa face à Bruno Martini. Allez Bruno face à Girosa, c'est un grand challenge. Oui. Oh, l'arrêt de Bruno Martini. Ouh là là, cette équipe de France, mais d'où sort-elle? C'est phénoménal. Avant de partir à cet Euro, l'équipe de France était au plus bas. On se demandait si elle allait pouvoir battre l'Ukraine et la Norvège. Et là, pour l'instant, elle est en train de s'amuser avec l'Espagne, qui est sans doute sur le papier aujourd'hui la meilleure équipe du monde.
avec la Suède. Et je crois que leur premier match d'ouverture a marqué les esprits. Ils ont atomisé l'équipe de Croatie devant son public. Ça a vraiment impressionné tout le monde. Les matchs suivants, on a eu l'impression qu'elle gérait un petit peu. Qu'elle gérait son avance contre des équipes un peu inférieures qui semblaient être un peu complexées. Là, les Français sont décontractés, jouent sans pression. Et les Espagnols, finalement, sont surpris de voir le niveau de jeu des Français. Et Patrick Casal qui est passé, qui a enrhumé tout le monde. Et Entre Rios qui regarde Nunez et qui se dit mais qu'est-ce qui se passe? Patrick Casal 2 sur 5. Une équipe de France qui mène 11-4 face à l'Espagne. 11-4. Voilà, sur une entrée de Cédric à l'intérieur qui a déconcentré l'ailier gauche défensif. Et Patrick a pu prendre la place qui s'est libérée. Plus 7 pour l'équipe de France. Superbe Lozano, l'arrêt de Christian Godin. Oh, et encore pénalty. Ouais, l'arbitre qui sanctionne des positions défensives dans la zone, sans pour autant que le tireur soit réellement gêné. Alors, oui. Non, c'est pas plus mal à la limite, hein. Ça permet d'avoir un jeu très aéré et très agréable à regarder. Alors après Guirosa, le spécialiste espagnol, il y en a un autre, hein, Massip. Les deux d'ailleurs tirent les pénaltys à Barcelone, le meilleur club du monde. Et Bruno Martini, c'est parti pour le challenge. Ouais, cette fois-ci ça passe. Massip, 11-5 pour l'équipe de France face à l'Espagne. Ouais, Massip qui semble dire à son entraîneur qu'il faudrait peut-être se mettre en 6-0. Il est en train d'apostropher Juan de Dios pour lui demander de faire descendre Ugaldé et s'aligner à 6-0, ce qui était une défense. Voilà, Ugaldé qui est déjà redescendu un petit peu dans le dispositif. Oui, et Massip, Juan de Dios Roman, donc l'entraîneur espagnol, c'est une Marco, relation si un peu particulière. Il ne l'a pas mis, Marco, et c'est donc récupéré après cette tir manqué de Marc Wilberger. C'est donc récupéré par les Espagnols avec un Olaya qui envoie une mine. 11-6. Ouais, Christian qui est sur le ballon, qui doit s'en vouloir parce que c'est peut-être un petit manque de concentration de Christian qui va du bon côté mais peut-être pas assez convaincu. Alors là, en fait, Daniel Costantini reprend une option qu'il avait été contraint de prendre contre l'Allemagne, c'est-à-dire faire rentrer en ailier Burdet aux côtés de Casal sur le côté et faire sortir donc l'ailier, en l'occurrence Joulin. Oh là, ce jeu, ce collectif et cette conclusion pour Bertrand Gilles. Expliquez-nous tout ça, Eric, mais c'est du grand handball. Oui, un grand mouvement effectivement avec nos gauchers là qui part de droite. On retrouve Marco, c'est qui fait la passe? C'est Patrick qui donne à Bertrand et qui est encore dans un périmètre extrêmement réduit, arrive à se tourner à une vitesse incroyable et à trouver l'efficacité au tir. 100% pour Bertrand Gilles, 3 sur 3. Et il nous expliquait en début de retransmission qu'il n'avait peur de personne, qu'il était prêt. Et c'est le cas de toute cette équipe de France qui était hier tranquille, en train de discuter dans le hall de l'hôtel, calmement, en train de regarder les matchs de football qui sont sur la télévision locale. Et tout allait bien, et tout va bien dans cette équipe. Ouais, vous voyez encore une action importante de Bertrand qui vient couper l'intérieur sur l'arrière, donc soulager un petit peu Cédric. Et puis qui le fait avec un impact physique énorme. Voilà, il tient Chepkin d'une main et il fracasse Massip de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, hein? Voilà, et juste un mot concernant la rotation Anctil-Joulin. Sachez que ça se vit très bien. En plus, les deux joueurs sont très copains. Ils partagent la même chambre. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Bon, le coup est de tomber le bon jour sur le bon joueur. Hein, parce que bon, mais pour l'instant, tout s'est bien passé. Massip, Lozano, Entre Rios. Lozano, encore penalty. Bon, nos amis suédois sont pointilleux sur les pénaltys. Ouais, là c'est assez justifié. Les ballons vont rapidement d'un côté à l'autre chez les Espagnols qui ont l'air de se retrouver un petit peu sur la transmission de balles. Oui, Massip 12-7, plus 5 toujours pour l'équipe de France. Voilà, Massip qui doit faire partie des 4 ou 5 joueurs espagnols qui ont joué une finale du championnat du monde espoir dans cette même salle contre l'URSS en 87. Oui, où vous étiez, Eric, avec Christian Godin notamment. Voilà, Laurent Munier, Denis Latou, Gaël Monturel. C'était un des premiers grands moments de ce groupe-là, mais aussi un des plus tristes puisqu'on était à 2 doigts d'une finale.
Et une défaite d'un but contre l'Espagne et contre la Suède nous ont relégués à la 7-8e. Et vous étiez dans le même hôtel que les joueurs aujourd'hui. Allez, Marc Wilberger. Marc Wilberger. Et nos amis commentateurs allemands de la DSF qui se souviennent d'un Marc Wilberger très moyen avec Francfort en Bundesliga n'en reviennent pas. On a discuté avec eux ce matin au petit déjeuner. Mais qu'est-ce qu'il fait, Marc Wilberger? C'est bizarre. Mais oui, le voilà, le grand Marc Wilberger. Ah, c'est du grand Marco là. 13-7 pour l'équipe de France. Voilà, ils sont donc bien 3 sur Chepkin qui est balancé par terre par Marc Wilberger. Chepkin 2,10 m. Grande mobilité de la défense, pardon. Guy Rossa est passé à droite pour mettre Ugalde à gauche. Peut-être qu'il a un petit peu plus l'habitude de le faire, mais je pense que les Espagnols doivent s'en mordre les doigts là. Oui, parce que Ortega n'est plus sur le banc de touche. A priori, il est allé se faire soigner, Ortega. Hein. Alors 2 minutes pour Marc Wilberger, infériorité numérique pour les Français, c'est la deuxième. Et 13-7 au bout de 23 minutes de jeu. Ouvrons bien les yeux. Allez, il faut tenir, Entre Rios, Masip, Lozano, Guirosa, ça y est, il joue de plus en plus vite les Espagnols. Le décalage sur Ugalde, là, oh, bah c'est pas possible. Penalty, 2 minutes pour Patrick Casal sur Ugalde et les Français qui sont en double infériorité numérique. Ils vont défendre à 4 contre 6. Ouais, sanction qui semble très sévère, mais si c'est une sanction qui est prise des deux côtés, il n'y a pas à s'en plaindre. Hein, ça permet aux ailiers de mieux s'exprimer. Donc charge à nous de le faire également de l'autre côté. On revoit ça. Ah oui, il y a un coup de coude hein, de Patrick Casal hein, quand même. Ouais. Oui, il me semble. Hein. Il est là. Il est là. Il est là. Allez, il faut l'accepter. Et donc, double infériorité numérique. Voilà, bah, les Français maintenant vont devoir défendre comme des acharnés. Ouais, on va faire 1 minute 45 à 4 contre 6. Il faudra essayer de garder le ballon le plus possible, quitte à peut-être essayer de tirer au dernier moment ou à se faire un refus de jeu. Et Massip qui vient d'inscrire son 3e pénalty consécutif. 13, 8 et 5. Non, et c'est bien ça. 5 buts d'écart. La France qui, je vous le rappelle, a battu la Norvège lors de la première journée 24-21. L'Espagne avait battu la Croatie 27-22. Deuxième match, la France bat l'Ukraine 24-22. L'Espagne bat la Norvège 25-21. Troisième match, la France bat l'Allemagne 25-19 et l'Espagne bat l'Ukraine 27-24. Ouais, les Espagnols qui ont pris Jack, donc en strict, il reste... Bertrand Gilles et Cédric Burdet qui va provoquer une faute. Voilà, ça c'est très bien. André Golic pour Jackson Richardson. Ils vont marquer à 4. Oui et la roucoulette de Mr. Jackson Richardson. La roucoulette à 4 contre 6. But des Français. C'est extraordinaire. Marqué à 4 contre 6, il n'y a rien de mieux pour se faire monter l'énergie. Les Espagnols vont encore plus s'énerver. Et le but d'Ugalde, le joueur de Granollers. 14-9. Ouais, c'était une belle passe d'André. Par 2 fois, ils ont tenté ce qu'on a appelé une induction, Frédéric. Oui. Avec Jackson qui fait semblant de venir vers l'intérieur du terrain et qui repart à l'extérieur, l'endroit où effectivement il n'y a plus de défenseurs. Donc très belle action, mais alors une magnifique conclusion de Jackson. La fameuse passe feintée au départ. Bertrand Gilles. Allez, le beau geste défensif. Ah ouais, il fallait tirer de toute façon, sinon il y aurait eu refus de jeu avec Massip qui va les provoquer. Cédric Burdet qui défend bien, hein, Cédric Burdet. Très bien, il ne s'est pas livré, il a attendu, il a laissé venir vers l'extérieur pour le gêner au dernier moment. La maîtrise de Cédric Burdet, ce garçon calme, ce garçon intelligent. Vraiment un bon apport pour l'équipe de France. Et qui a répondu présent à un moment très important contre l'Allemagne, qui a montré avec l'équipe dès le début du match qu'il y avait les arguments qu'il fallait. Et oui, alors là, Entre Rios s'est amusé avec Bertrand Gilles. Là, nous avons 2 joueurs qui, dans les 5 prochaines années, a priori, peuvent faire exploser la planète handball. Hein. Tout à fait. Voilà, il nous tarde de revenir. Voilà, Marco qui fait sa première entrée. Il nous reste une dizaine de secondes à 1 de moins. Voilà, bien pendant cette infériorité numérique, les Français auront été menés 2-1, hein, ce qui permet aux Espagnols de revenir à -4. Marc Wilberger, André Golic. Allez, voilà, ça y est, Patrick Casal est rentré. Nous sommes donc avec une situation qui est la suivante, 6 joueurs de jeu contre 6. Casal, Wilberger avec toujours cette prise en strict de Jackson Richardson par Ugalde. Cédric Burdet, voilà. Burdet, Wilberger, Casal, Richardson, ils sont tous là et présents.
sur un petit mouvement que, par l'ironie du sort, on appelle une espagnole. Le demi-centre va chercher l'ailier droit. Et Cédric, qui a les arguments pour mettre des tirs à la distance qu'il vient de faire, conclut parfaitement cette belle action. Entre Rios pour Juancho Pérez. Alors, qu'a dit l'arbitre? Penalty, encore une fois. Ah, c'est un concours de penalty hein, pour les Espagnols. Ouais, mais c'est peut-être un moyen pour les Français qui n'est pas forcément louable, mais c'est peut-être un moyen d'empêcher les Espagnols de rentrer dans le match, leur montrer qu'il y a toujours une difficulté pour aller au tir. Ouais, Massip entre les jambes de Christian Godin. Il ne va pas aimer Christian. 15 à 11. Massip qui semble vraiment prendre confiance en lui en ce moment et qui va peut-être donner ce tonus qui manque à l'équipe d'Espagne depuis le début du match. Et les Français sont repartis à 4 minutes, un peu moins, de la fin de la première mi-temps. Richardson, Villeberger, Jackson pour Cédric Burdet, maintenant Patrick Casalet pour Marc Villeberger. Attention, il va falloir tirer maintenant. Cédric Burdet. Oh, le tir en appui, le grand match de Cédric Burdet. Et là, chacun répond présent dans cette équipe, c'est extraordinaire. Les arguments, les buts peuvent venir de n'importe où. Voilà, magnifique Cédric là qui reste en appui et qui tire au-dessus de la tête de Massip. Et 16 buts marqués par les Français en une mi-temps face aux Espagnols. Les Français qui en avaient mis 14 face à la Norvège, 12 face à l'Ukraine et face à l'Allemagne, 15. C'est le meilleur score pour l'instant en nombre de buts marqués en une mi-temps. Ouais, c'est un score qui rappelle plutôt les scores habituels de l'équipe d'Espagne. Oui, exact, puisque l'Espagne en avait mis 16 en une mi-temps à la Croatie lors du premier jour. Juancho Pérez. Entre Rios qui est avec... Oh alors là, Entre Rios, Lozano, Massip. 3 générations. Voilà, un ballon gratté, dommage. Oui. 3 générations de fabuleux tireurs. Hein. Lozano, Entre Rios, Massip. Il y a du bras. Entre Rios, Lozano, Girosa. Toujours pas d'Ortega, il n'est toujours pas sur le banc de touche. A priori, les Espagnols vont se passer d'Ortega et ne joueront plus donc avec un ailier droit gaucher dans ce match. Au moins pour la première mi-temps, hein. Peut-être que si c'est une histoire de point de suture, Ortega rentrerait. Entre Rios. Entre Rios pour Lozano qui va prendre l'intervalle. Penalty. Ouais, défense en zone, je crois. Hein. Ouais. On se fait avoir par une fixation sur la gauche. Marc vient aider un petit peu la défense. Une bonne passe de, je crois que c'est Massip qui a servi Entre Rios et André vient fermer, mais encore une fois dans la zone. Allez, Massip qui va remettre ça. Massip qui n'est pas pour l'instant dans les meilleurs au classement des buteurs de cet Euro, qui est dominé par Veliki, hein, l'Ukrainien, 30 buts, Lovgren 23, Grimson l'Islandais 19 et Rezende 18 le Portugais. Alors Massip face à Bruno Martini. Ah, Massip pour l'instant se régale, hein. Il ne rate plus grand chose Massip au penalty. On va d'ailleurs voir ça tout de suite sur notre petite statistique ici. Massip 5 sur 5 au penalty pour l'instant. Choisit encore une fois de tirer entre les jambes. La défense espagnole s'est remise en 6-0 depuis un petit moment, mais fait en plus maintenant rentrer Urdangarin à la place de Massip pour monter la taille des défenseurs, obliger les Français à tirer au-dessus, ce qui risque d'être un petit peu difficile pour nous. Oh oui, Golic, Richardson, mauvaise entente, possibilité de revenir à -3. Ça faisait un petit bout de temps que les Français avaient +4. Oui, raté d'Urdangarin. Ah, il joue. Avec cet arrêt de Christian Godin, moins de 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Les Français remontent avec André Golic qui va aller au poste de pivot. Bertrand Gilles qui est à l'aile. À gauche. Ah, les Français qui essayent de brouiller les pistes complètement. Voilà, tout le monde reprend sa place. Patrick Casal, arrière droit, ailier droit, Cédric Burdet, mais qui va rentrer bien sûr pour apporter le surnombre au tir. Marc Villeberger qui feinte avec Jackson Richardson qui n'a pas pu marquer. Ouais, passage en force Jackson. Ouais, c'est plus sur Urdangarin qui feinte le passage en force que Jack qui l'a réellement commis et l'arbitre est un petit peu tombé dans le panneau. 16-12 pour l'équipe de France à maintenant 1 minute et 5 secondes de la fin de la première période. Le retour de Massip à ses côtés, Entre Rios et Lozano. Le voici Lozano qui avait débuté à Léon et qui maintenant fait les beaux jours de Barcelone avec Juancho Pérez face à Marc Villeberger. Ne pas s'énerver Marc Villeberger, ne pas s'énerver, il a pris un coup par Juancho Pérez et il est en train de parler. Marc Villeberger, vous ne le voyez pas, vous voyez plutôt Juancho Pérez. Allez, et Daniel Costantini qui a demandé sur le banc de touche, vous l'apercevez en bas gauche de votre écran, il a demandé à Marc Villeberger de se calmer. Et pour l'instant, Didier Dinard ne défend pas, hein, vous l'avez vu, il est dans l'œil
des arbitres. Ah, Jack qui vient fermer sur Lozano pour aider un petit peu Bertrand, c'est parfait. Et oui, Marc Wilberger qui défend en numéro 3. En position centrale, Lozano face à Marc Wilberger. Oui, il est passé Lozano et ça revient donc à 16-13. À 8 secondes de la fin. Alors, plus 3 pour l'équipe de France à la mi-temps. Voilà, il faudra tirer directement parce que le temps est fini. Ouais, donc autant dire que... Ça sera difficile. Oui. Alors là, passer de Chepkin en tirant en appui d'ici sur un tir. Qui va s'amuser à faire ça? Bertrand Gilles peut-être? Bertrand Avec Gilles. Marc Wilberger qui nous tente. Oui, Marc Wilberger qui va qui se est en mettre dans train la de... défense, pardon. Oui, il est en train de s'amuser avec... Voilà, vous l'apercevez, Marc Wilberger avec Entrerios. Il provoque le jeune Entrerios. Le mur espagnol impressionnant qui s'est rapproché. Qui tire? Patrick Casal. Non, voilà, allez, tout le monde rentre au vestiaire. Et donc, l'équipe de France mène face à l'Espagne 16-13. Alors donc pour cette première mi-temps, nous allons bien accueillir, comme le veut la tradition, l'un des joueurs qui n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui, en l'occurrence le 3e gardien de but, Thierry Omeyer de Célestat. Bonjour Thierry. Bonjour. Bon, déjà, première constatation sur cette première mi-temps, on a une équipe de France qui est sur la dynamique de l'Allemagne en fait, face à l'Espagne. Ouais, c'est vrai qu'on est très bien rentré dans le match. Je pense que c'est en grande partie dû à notre prestation face à l'Allemagne. Maintenant, on voit qu'on a 3 buts d'avance à la mi-temps. Il faudra se battre en deuxième mi-temps pendant une demi-heure encore pour essayer de battre cette bonne équipe d'Espagne. Alors parlons de votre expérience personnelle Thierry dans ce championnat d'Europe. Vous êtes avec Daniel Narcisse qu'on a déjà reçu ici, l'un des deux jeunes. Vous êtes là pour apprendre, vous êtes en 3e gardien. Et bon, j'imagine que c'est dur de ne pas jouer, mais alors quel bonheur d'être quand même là et d'apprendre. Hein. Ouais, c'est sûr, je suis très content d'être là. C'est vrai que c'est jamais évident de participer à une compétition de cette envergure. Et maintenant, c'est vrai que j'ai pas encore joué, mais c'est vrai que aussi les deux autres gardiens font de belles prestations. Donc j'ai pas trop de regrets à avoir de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais jouer, c'est sûr. Bon, au niveau de l'ambiance, avant d'affronter les Espagnols qui sont les gros favoris, on va y revenir dans un instant avec un sujet d'ailleurs, mais vous vous êtes motivé particulièrement, vous n'aviez pas besoin, c'est la confiance qui est là. Comment ça s'est passé? Ouais, je pense qu'on est sur une très bonne dynamique. C'est vrai que les 2 premiers matchs qu'on a gagnés nous ont permis d'aborder les autres avec une bonne envie, surtout on n'était pas trop sûr de notre force. Et c'est vrai qu'après les 2 premiers matchs gagnés, après on s'est dit qu'on n'avait plus rien à perdre contre les 3 grosses cylindrées. Et c'est vrai qu'on profite de cette dynamique pour présenter un bon handball, je pense. Voilà, alors que nous voyons la répartition des buts sur le terrain côté français, avec beaucoup de réussite de la part de nos ailiers. Merci Thierry Omeyer d'avoir été avec nous. On se retrouvera certainement avant la fin de cet Euro. Un petit clin d'œil sur la répartition des tirs pour l'équipe d'Espagne. Et puis quant à nous, nous allons marquer une petite pause et nous retrouver dans un instant avec Eric Quintin. A tout de suite. De retour à Rijeka, ici en Croatie. L'Espagne qui est menée 16-13 par l'équipe de France, c'est une grosse surprise. Alors d'autant que tous les observateurs s'étaient mis d'accord pour dire que le gros favori de cet Euro était l'Espagne, alors que vous revoyez donc notamment ici un début espagnol, la joie de Daniel Costantini. Donc c'est vrai, tout le monde ici dit l'Espagne est favorite. Avant de partir pour cet Euro, nous sommes allés voir l'équipe de France pour leur demander confirmation et pour comprendre un peu mieux pourquoi ces Espagnols étaient si forts. Je vous propose donc de comprendre un peu mieux pourquoi les Espagnols sont favoris, même si aujourd'hui ils sont malmenés par la France. Top Magneto. Prenez l'ossature du meilleur club du monde, Barcelone. Ajoutez-y le double meilleur joueur du monde des années 90, Dutche Bayev. Appelez 3 ou 4 jeunes joueurs de talent, tous victorieux en Coupe d'Europe. Vous obtenez une équipe d'Espagne terrifiante. Malgré la médaille de bronze olympique d'Atlanta et les 2 médailles d'argent continentales, l'Espagne reste toutefois sur une décennie décevante. Cette année, les hommes de Juan de Dios Roman Seco se sont donné la peine de répondre tous présents au même moment pour gagner enfin un titre. L'Espagne est prête. Autour de l'équipe nationale, c'est créé un engouement puisque les Espagnols ne sont pas qualifiés pour le championnat du monde de 2001 en France. Donc ils espèrent se qualifier à ce championnat d'Europe. Donc je crois que c'est une équipe très motivée et qui a su se préparer.
L'homme qui reçoit pour la 4e fois consécutive la Coupe des Champions des mains du roi Juan Carlos est sans doute l'un des 10 meilleurs joueurs du monde. Enric Masip est le capitaine de Barcelone et il vient d'accepter de rejouer en équipe nationale, tirant un trait sur 4 années de querelle avec le sélectionneur. Certes, Garalda est parti, mais Masip, la base avant au complet, plus Lozano, Urdangarin et le gardien Barrufet, c'est bien l'équipe de Barcelone qui conditionne le jeu espagnol et comme aucun club n'arrive à battre Barcelone en Coupe d'Europe, l'Espagne est au top. Nous sommes 7 joueurs de Barcelone. Notre équipe est la plus représentée dans la sélection parce que de toute façon Barcelone est la meilleure équipe en Espagne. Mais le point positif, c'est la bonne complémentarité avec les autres joueurs de la sélection. L'Espagne est une équipe unie. La clave de España es el equipo en conjunto. Uni derrière le duc de Majorque numéro 7, Inaki Urdangarin, devenu le mari de la fille du roi d'Espagne. Uni avec ses naturalisés, dont le pivot de 2,10 m, Chepkin, ancien ukrainien, désormais barcelonais, comme Girosa, meilleur ailier gauche des derniers championnats du monde. Et pour compléter la base avant barcelonaise, ajoutez Ortega, capable à n'importe quel moment de faire basculer un match. Sous la bienveillance de Talant Dutchebaev, le seul champion du monde et olympique de l'équipe, mais c'était avec l'ex-URSS, les Espagnols ont tout fait pour être les meilleurs. Vous savez qu'ils communiquent depuis quelque temps sur l'or à Sydney. Donc pour eux, la meilleure façon de se positionner comme potentiel champion olympique, c'est dans l'intervalle être champion d'Europe. Je sais que mon confrère Roman Seco se trouve un beau profil de champion d'Europe. Nous, on aimerait bien être une équipe qui pourrait les en empêcher, mais il ne faut pas rêver. Donc je confirme votre pronostic en ce qui me concerne. Léon a gagné la Coupe des Coupes l'année dernière, est le second de Barcelone en Liga et a battu Kiel et Montpellier dans sa salle en Ligue des Champions. Entre Rios et Juancho Pérez sont ses 2 seuls représentants en sélection à cause de la concurrence. En 1999, Léon avait battu Santander en Coupe des Coupes pour une finale 100% espagnole. À Santander, Urdiales et Ortega Martinez sont les brillants sélectionnés. L'Espagne possède aussi un 4e grand club, Portland Santonio, tombeur de Barcelone en Coupe du Roi l'année dernière, un exploit. Olaya en est l'unique international. En club, c'est un des pays les plus forts, un des plus gros représentants en club, avec Barcelone, Pamplune. Ils ont des individualités très fortes et beaucoup de jeunes, beaucoup de valeurs montantes jeunes qui arrivent. Comment on peut les battre, ces Espagnols ? Je crois qu'il va falloir avoir beaucoup de réussite. Je pense qu'il va falloir que déjà pouvoir passer le cap des gardiens, parce que je crois qu'à mon avis, c'est sur une très bonne défense et des gardiens très performants qui vont construire leur victoire. Reste à savoir si toutes les stars tiendront le même discours, si Dutchebaev et Masip ne se gêneront pas sur le terrain, si les dissensions régionales ne briseront pas une nouvelle fois la cohésion nationale. Et puis il faudra battre la Suède, 2 fois tombeur des Espagnols lors des 2 dernières finales des championnats d'Europe. Dans les travées de Zagreb, tout le monde regarde d'un œil inquiet ces 16 Espagnols qui semblent enfin capables d'aller tous dans le même sens. Le handball est populaire en Espagne, les supporters sont sans cesse mobilisés. Ils rêvent tous de voir enfin leur sélection à sa vraie place sur la plus haute marche d'un podium. Avec Barrufet, Urdangarin, Lozano, Masip, Ortega, Chepkin, Girosa, ils ont pratiquement le plus beau set au monde. Pardon à Dutchebaev, Fort Urdiales et autres Entre Rios. Terrifiant. Voilà, donc des Espagnols effectivement favoris, mais des Espagnols malmenés face à la France qui est devant, donc 16-13. A priori, les Français ont donc un ascendant, mais attention surtout à cette équipe d'Espagne capable de réaliser des exploits. Voilà, c'est donc le retour sur le terrain de la part des joueurs pour cette 2e mi-temps du France-Espagne. 16-13, Éric Quintin. Alors, c'est une surprise. Les Espagnols ont quelle solution maintenant ? Il y a 2 éléments qui me semblent assez importants. Les Espagnols sont un petit peu apathiques. Alors, c'est peut-être dû à leur entrée dans le championnat d'Europe qui a marqué les esprits. Ils ont fait un match extraordinaire. Leurs journalistes, leur encadrement, eux-mêmes ne croyaient pas au niveau de jeu qu'ils ont proposé contre la Croatie. Donc être installé comme ça dans la peau d'un favori jour après jour use un petit peu le niveau d'agressivité obligatoire à exprimer pour un match de ce niveau-là. Donc les Français en profitent. Et le 2e élément qui me semble important de souligner, les Français ont un pourcentage de réussite à 70% au tir, ce qui n'était pas vraiment un fait habituel dans les équipes de France. Depuis le début du championnat d'Europe, c'est le cas. Quel que soit le gardien qui est en face, les buts rentrent.
Et donc c'est un élément très important alors que les Espagnols ne sont qu'à 50% avec 13 buts sur 26 tirs. Les Espagnols, sans doute chez Bayev, sans toujours Ortega qui s'est blessé, sans Urdiales, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Lozano, Massip. Massip qui va chercher... Oh là, Lozano qui va chercher Massip, pardon, et c'est reparti avec Bertrand Gilles, André Golic et Didier Dinard. Ah, c'est dommage, Didier qui aurait pu faire son 1 sur 1 du jour. Alors attention à la belle... C'était un beau geste de la part de Bertrand Gilles qui a essayé de provoquer un passage en force pour Guirosa, qui était en l'occurrence Ugaldé. Et les Espagnols, toujours avec le ballon, avec Entre Rios qui rate complètement son affaire. Je crois que la passe a été interceptée sur sa trajectoire. Oh, les deux Français qui se gênent. Oh oui, et la passe à rebond fantastique de Golic sur Bertrand Gilles qui est à 4 sur 4. Ah ouais, même si les statistiques nous disent 4 sur 5. Je ne me souviens pas de l'avoir vu manquer quelque chose. Enfin, acceptant son augure. On est peu habitué. 17-13 pour l'équipe de France. Bertrand Gilles qui a repris la défense avancée dans le système français. Voilà, Didier qui sort bien, une petite montée de balle. Allez, Cédric. Et Cédric Burdet qui a 2 possibilités. Il va y aller tout seul. Cédric Burdet, il est face à David Barufet. Et 2 minutes en plus pour les Espagnols, pour Entre Rios. Et Cédric Burdet qui en est à 3 sur 4 au tir. Voilà, très très bien joué de la part de Cédric. Il ne croyait pas vraiment que le ballon était laissé aux Français. Il a 2 partenaires sur le côté, mais il sent qu'il y a l'ouverture plein centre. Il se dépouille bien. Ah, le but n'est pas accordé. Aviez-vous vu ça, Frédéric? Eh bien voilà. Donc on en restera là sur les statistiques, donc à 2 sur 3. Et là maintenant le pénalty superbe de Stéphane Joulin entre les jambes de David Barufet. Peut-être le meilleur gardien du monde aujourd'hui. Enfin aujourd'hui ou hier. Parce qu'aujourd'hui apparemment les Français prennent le dessus sur lui. Et félicitons les joueurs. Et félicitons Eric Quintin pour sa maîtrise parfaite de la langue française et de ses subtilités. Ugaldé, Lozano. Guirosa. Ah ouais, Bertrand Gilles, c'était limite. Fermé, parfait Didier. Avec Jackson Richardson qui ne défend pas donc. Hein. Et c'est Bertrand Gilles qui défend avancé. Voilà, très très bon début de deuxième mi-temps des Français. Hein. En infériorité numérique toujours les Espagnols avec Massip. Bien pris par Didier Dinard et Bertrand Gilles. Didier Dinard qui a les félicitations de Guéric Kervadec, son capitaine malade et donc absent, que nous avons eu au téléphone tout à l'heure et qui disait que à ce poste 3 de la défense où défend habituellement Guéric Kervadec, Didier très bien. Allez, voilà, récupération pour les Français avec la montée de balle tout de suite. André Golic va y aller pour le tir. André Golic, oh c'est superbe. Les Français qui marquent un 3-0 au retour de la deuxième mi-temps. Et 2 minutes pour Inaki Urdangarin. Voilà, cette fois-ci, je crois que le but est accordé. Ah oui, ça serait pas mal là quand même. Ouais, ça ressemblait un petit peu à l'action tout à l'heure de Cédric. Alors, ils sont à 4 joueurs de champ, les Espagnols. Les Français ont eu tout à l'heure la même péripétie. Ils avaient marqué un but à leurs adversaires. Inaki Urdangarin, dont la préparation, encore une fois, hein, a été gênée par le décès de la maman du roi d'Espagne. Je vous rappelle qu'Urdangarin est le mari du fils du roi d'Espagne. Il a donc dû observer un repos de la fille, oui bien sûr. Excusez-moi, merci Eric de m'avoir fait le petit geste. Vous voyez comme quoi, hein, effectivement, on peut se tromper sur des choses évidentes. Ouais, je suis bien au courant de ces affaires du monde. Donc effectivement, le mari de la fille du roi d'Espagne. Voilà, si on a l'occasion de la garder, celle-ci, pourquoi pas. Allez, attention, les Espagnols, avec Lozano, Massip. Lozano, toujours à 4, les Espagnols. Massip, avec Didier Dinard qui était dessus. Pour l'instant, les Espagnols font ce qu'ils ont à le faire, hein, c'est-à-dire tenir le ballon. Les arbitres sont à 2 doigts de siffler refus de jeu. Oui, aïe. Peu de réussite pour Bruno, mais c'est très très bien. Alors, attaque placée pour les Français à 6 joueurs de champ contre 5. Avec la base arrière suivante, Burdet, Richardson, Bilberger. Et devant, Casal, Gilles, Golic. Richardson, Cédric Burdet qui avait envie de tirer. Cédric Burdet, et comme en plus il est en grande confiance,
Ça fait un petit bout de temps que Jackson Richardson n'avait pas manqué quelque chose. Oh, superbe, il a gêné la remontée de balle. Marc Wilberger. Il a même intercepté le ballon, excellent, ce qui nous permet de le récupérer. Ouais, ils ne sont pas dans leur assiette là, les Espagnols, et ils savent qu'ils n'ont plus de gaucher à droite, ce qui doit encore plus les faire douter. Ah, et Bertrand Gilles qui vient trouver Barufet. Bertrand Gilles qui attire l'admiration de ses copains et notamment de Laurent Puységur, l'autre pivot de l'équipe, qui lui est montpelliérain alors que Bertrand Gilles est de Chambéry. La rivalité donc entre les deux gros clubs français, et c'est dire s'il y a une extrême bonne ambiance dans cette équipe française. Laurent Puységur est le premier supporter de Bertrand Gilles. Lozano, oh, Lozano qui est passé, oui, Lozano qui a bien résisté au geste défensif de Didier Dinard. De Didier, et qui a malheureusement eu trop de temps pour se remettre en position sans être gêné par un autre Français. Voilà, Marco est plus préoccupé par le pivot, mais je crois que c'est un petit peu les consignes. Les Espagnols ont énormément cherché les ballons, à chercher à mettre les ballons sur le pivot, donc la concentration est axée prioritairement sur le pivot, on dirait. Bon, le temps qui va tourner très doucement hein, dans cette deuxième mi-temps. Mais les Français qui pour l'instant ont bien la maîtrise du jeu. Patrick Casal, oh là 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 là, tous sont dans une forme éblouissante. Voilà, encore sur un mouvement qu'on appelle l'espagnol, croisé entre Jackson et Patrick. C'est peut-être ce qui explique le choix de Daniel de mettre des ailiers droits tireurs plus que Stéphane Joulin, afin de trouver des solutions en tir par-dessus sur des croisés avec le demi. Lozano, faute. Oui, alors ce qui est terrible, hein, c'est que même si la France, encore une fois, bat l'Espagne, on ne peut pas encore vous dire que la France est qualifiée pour les demi-finales. Nassib, oh là là. Oui, il est en zone, Juancho Pérez, complètement dans la zone. Mais il y avait faute des Français, c'est donc reparti pour l'Espagne. Lozano, bien pris cette fois-ci par Didier Dinard. Ouais, ça maillotche à l'intérieur un petit peu entre Marco. Vous avez dit maillotche. Ouais, ça maillotche entre Marco et Pérez. D'ailleurs, Marco semble en souffler un petit peu. Il a signifié plusieurs fois en première mi-temps qu'il prenait des coups de coude dans la figure à nos amis arbitres. Je crois que Bruno Martini, on ne va pas le balancer, mais il est allé leur rappeler à la mi-temps. Donc il serait peut-être temps de voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon, c'est impressionnant là, cette image de Marc Wilberger qui reste, voilà, il se relève, Marc Wilberger. Et sur le banc de touche, on voit très régulièrement les Français se féliciter, se congratuler avec un geste hein, qu'ils ont un peu inventé, avec les deux poings qui se mettent les uns sur les autres. Enfin bon, qu'ils ont repris, on va dire. Ils l'ont longuement travaillé, disons-nous. Voilà. Mais qui est leur geste hein, maintenant. Il manque juste la petite musique. Alors Frédéric, on compte sur toi pour trouver l'hymne de cette équipe qui, comme pour l'équipe de France de foot, alors, a permis de toucher le Graal. Et d'éviter le Fritzberg hein, que Marc Wilberger nous rappelait hier lors d'une petite interview. Le tir d'Entrerios à côté. Le Fritzberg qui était en fait attribué aux joueurs ayant fait la plus mauvaise prestation dans l'équipe de France. Ce qui remonte à une grande histoire où en fait il y avait une réception, je crois que c'était en Bulgarie, c'est ça? En Allemagne, en Allemagne, justement. Ouais. Dans une petite ville où en fait le maire de la ville avait remis ce Fritzberg aux joueurs français. Et celui qui avait fait le plus mauvais match, c'était Philippe Gardon, le premier à l'avoir porté. Alors, je n'oserais le dire. Tu risques d'avoir des problèmes avec Boule, mais non, c'était une petite tradition que certains anciens aimeraient bien voir remise au goût du jour. Donc nous allons peut-être nous charger de le faire si jamais ce match continue à nous sourire. Allez, avec Marc Wilberger là, hein, qui a tiré. Là aussi, il fallait tirer, Marc Wilberger. Mais la défense des Espagnols est bonne. 20-14 quand même, toujours plus 6 pour l'équipe de France. Massip, Lozano. Oui, Entrerios. Ouais. Allez, faut la mettre. Vas-y Bruno. Allez, la remontée. Il y avait la possibilité avec Patrick Casal qui attendait. Et Jackson Richardson va arriver sur le terrain. Jackson Richardson qui est d'ailleurs en grande discussion avec Daniel Costantini, le capitaine qui arrive sur le terrain. En tout cas, le brassard lui a donné des ailes à Jackson. Le brassard lui va très très bien. En rappelant qu'il va également très bien Guéric Kervalec. Et comme dirait l'autre, mieux vaut en avoir deux qu'une, parce que c'est vrai, l'équipe de France a souvent eu une solution. Oh, quelle belle action! Et l'arrêt de Barufet. C'est vrai que l'équipe de France a souvent eu une solution à un poste, alors que beaucoup d'équipes ont deux solutions.
Et c'est ce qui fait souvent la différence. Avec cette fois-ci encore un échec au tir d'Andrej Golic. Ouais, Andrej qui a tenté sa chance, c'était pas stupide de tenter ça, surprendre le gardien, mais qui s'est trouvé sur la trajectoire. Bon, on peut penser que l'absence de Douchebaïev, reconnaissons-le, pénalise l'équipe d'Espagne, puisque Douchebaïev a été à de nombreuses reprises celui qui a sauvé l'Espagne au moment où l'attaque, au moins en attaque placée, ne trouvait pas de solution. C'est lui, par son immense talent, qui trouvait des tirs en 1 contre 1 ou à travers la défense. Et son absence dans ces situations où l'équipe doute est très préjudiciable, je pense. Olaya qui est entré, mais alors avec franchement pas beaucoup de vista, comme pour dire nos amis espagnols, puisqu'il s'est un peu loupé sur son geste qui visait à faire une passe à Girosa. Un ballon pour passer à +7 à 21 minutes de la fin du match. Et un mot sur les pourcentages aux arrêts concernant les gardiens. Bruno Martini est en tête du classement dans l'Euro devant Thomas Svensson et David Barufet. Ah oui, la perte de balle, attention avec Girosa. Alors là, ça va être très dur pour Bruno Martini. Le voici. Ah, c'était... Oui, ça, il s'en est fallu de peu. Et Rafael Girosa redonne un peu de souffle aux Espagnols. Ouais, on a pu espérer un instant que Bruno la touche. Girosa a fait un petit peu sa spéciale, un spécial des défenseurs espagnols qui jaillissent sur la passe entre l'arrière et l'arrière opposé. Donc c'est vrai que Masip a l'air un petit peu de ruminer ce qui ne tourne pas rond dans l'Espagne. La rentrée d'Olivier Giroud, alors que de l'autre côté c'est pour Patrick Casal. Olivier Giroud qui a joué en Espagne l'année dernière, il était dans le club d'Irún qui est désormais le club de Patrick Casal. Et bien sûr Olivier Giroud est aujourd'hui au PSG. Attention, il faut vite revenir avec Didier Dinard qui a remplacé justement Olivier Giroud. Olaya, alors faute de Didier Dinard. Avant ce match, Juan de Dios Roman Seco, l'entraîneur espagnol, disait que c'est peut-être le match de l'Euro parce qu'il attendait un grand spectacle, 2 équipes vraiment très spectaculaires. Et malheureusement, c'est peut-être son équipe qui ne répond pas présente, même si là, elle revient. Lozano, Entre Rios. Oh, voilà pourquoi Entre Rios est un des grands arrières de demain. Les Espagnols donc qui reviennent à -4, 20-16 toujours pour l'équipe de France. Ah, il y a une énorme puissance chez les tireurs arrière gauche espagnols. Bon, même s'il tire par dessous, c'est peut-être parce qu'il ne prend pas encore l'ascendant sur son défenseur direct. Il cherche encore des ouvertures un peu moins faciles à lire pour les gardiens. Ouais, Bertrand Gilles qui était dans la défense espagnole en train de se battre. Richardson, Golic, Richardson, Jackson pour Marc Wilberger, Patrick Casal. Les Français ont modifié. Patrick Casal, c'était pas simple. Ouh là là, avec Bertrand Gilles qui est balancé par Chepkin. Chepkin 2,10 m. Mais ne vous inquiétez pas pour Bertrand Gilles, c'est une force de la nature. Et on vous racontera une petite anecdote après cette occasion. Marc Wilberger, Jackson Richardson. Cédric Burdet, allez, il faut tirer maintenant. Le spécial de Marc Wilberger qui trouve David Barufet, qui l'attendait, qui connaît bien les tirs de Marc Wilberger. Les Français n'arrivent plus à marquer. Un petit peu comme face à l'Espagne, il y avait une période comme ça et il va falloir que 2-3 joueurs reviennent prendre des risques. On pense bien sûr à Jackson Richardson et Bertrand Gilles. Alors que Laurent Puisségur est en train de s'échauffer justement. Ça peut permettre de faire glisser Bertrand Gilles au poste d'arrière gauche. Entre Rios, Masip. Ah ouais, il était dessus Bruno Martini. Masip n'est pas content, Bruno Martini va relancer. Burdet. Richardson. Voilà, il entre Laurent Puisségur, on va calmer le jeu. Laurent Puisségur dont le doigt va mieux, il s'est fait une luxation du doigt. Face à l'Allemagne, son doigt a gonflé. Il a eu un peu mal après. Et là maintenant ça va mieux. 4 arrêts sur 10 tirs. 40% pour Bruno Martini. Voilà ce que nous vous annoncions. Donc rentrée de Laurent Puisségur. Et donc Bertrand Gilles qui va aller au poste d'arrière gauche. Qui va croiser avec Jackson Richardson. Oh, il tente un kung-fu avec Cédric Burdet. Qui se retrouve dans la zone sans avoir touché le ballon. Donc sanction immédiate des arbitres et balle aux Espagnols. Enfin c'est sympa à ce moment-là du match de tenter un kung-fu quand même. C'est courageux. Laurent Puisségur qui défend sur Inaki Urdangarin et qui va demander à Didier Dinard de rentrer
tout comme Inaki Urdangarin qui ne joue pas en attaque aujourd'hui. Urdangarin qui lui aussi est bronchiteux, hein. Ils étaient 3, Urdangarin, Duchebayev, Urdiales, c'est ce ballon-là qui va nous faire repartir. Allez vite, Patrick Casal, la contre-attaque, il faut marquer, c'est important. Voilà Patrick qui a marqué 21-16. Et sur le banc de touche, oulala. Est-ce qu'il est accordé ce but? Oui, il est accordé. Oui, il est accordé. Parce que de l'autre côté du terrain, il y avait une discussion entre Didier Dinard et l'arbitre. Il demandait en fait qu'on aille, alors qu'on revoit donc le but de Patrick Casal. Et pendant ce temps-là, la Serpillière a fait son entrée sur le terrain. Jackson Richardson prend les conseils de Daniel Costantini. Juan de Dios Roman. Seco est inquiet. En tout cas plus qu'à l'hôtel, hein, où les performances de son équipe semblaient le faire voler sur un petit nuage. Là, il doit être un poil plus inquiet, effectivement. Et Patrick Casal en est à 4 buts dans ce match. 4 sur 8. Massip. Guirosa qui pour l'instant a été complètement mis sous les noir. Ouais, sur un côté qui n'est pas forcément celui qu'il préfère, hein. L'absence de gaucher semble vraiment gêner l'équipe d'Espagne. Lozano. Faut pas lâcher. Ah oui, ils ont lâché et Lozano est passé. C'est un joueur phénoménal, hein, Lozano, il faut bien se le dire et se le rappeler. Il ne faut pas lâcher le niveau d'agressivité là en défense. Là, on le laisse passer sans réellement venir fermer des Didier. C'est un moment important, on est à un quart d'heure de la fin, plus 4. Il ne s'agit pas de laisser espérer les Espagnols. Ruffet, la touche pour les Français. Ah bah Ruffet revient à son meilleur niveau, 8 sur 21. Mais beaucoup d'arrêts là dans la série là, que nous venons de vivre. Oh là là. Ouais, refus de jeu sifflé contre les Français qui sont restés bien longtemps en attaque. Sans avoir réellement montré qu'ils n'attaquaient pas le but, mais les arbitres décident de rendre le ballon aux Espagnols. À 11 minutes de la fin du match, les Français sont de nouveau à 6 contre 6. Bertrand Gilles est revenu. Oui, voilà, le grand Lozano qui a fait le ménage, 22-19. C'est un joueur qu'il ne faut absolument pas laisser libre. Dès qu'il est en position confortable, il a un tel bras que le ballon va à une vitesse inarrêtable pour les gardiens. Il ne faut pas le laisser s'installer, il ne faut pas lui laisser lui donner de confort. Il faut toujours être dessus, toujours maintenir la pression. Allez les gars, allez. Richardson, puis Ségur. En meneur de jeu, ça va jouer donc à 2 pivots. Patrick Casal, Jackson Richardson. 2 minutes pour Chepkin. Et voilà. Cette fois-ci, les Français en supériorité numérique. C'est Oulala qui prend 2 minutes. Et les Français donc maintenant qui doivent bien négocier ce passage qui est évidemment très important. Richardson, Villeberger, Richardson, Casal. Ah là 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 là, et encore Massip, mais touche pour les Français. Baroufet qui sort la partasse au moment où il le fallait, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Il faut retrouver la place, les angles qu'il faut. Richardson pour Villeberger. Villeberger, Richardson, il va tirer, ça y est, voilà, il est revenu. Le retour du grand Jack. Il est là et ça fait 23-19. Encore un but importantissime de Jackson, on peut le souligner. Là encore une fois, on est en proie un petit peu au doute. On ne sait pas trop s'il faut gérer l'avantage ou continuer à jouer un petit peu comme ils l'ont fait depuis le début. On est à 10 minutes de la fin, un de plus. C'est une situation qui n'est pas évidente à gérer psychologiquement. Et c'est Jackson qui nous montre, comme depuis le début du championnat, qu'il est là. Lozano pour Entrerios. Entrerios pour Massip. Bien fermé de la part d'André. Entrerios qui est le meilleur buteur international espagnol du championnat espagnol avec 82 buts. Il y a 2 autres Espagnols devant lui mais qui ne sont pas sélectionnés, Panadero et Hernandez. Lozano avec Entrerios justement. Ouais, Entrerios pour Ugalde, oui c'est bizarre. Quelle belle défense là des Français là. Mobilité, agressivité, il y a tout ce qu'il faut là pour l'instant pour empêcher les Espagnols de trouver des solutions. Alors je crois que maintenant les Croates sont un peu pour les Français parce qu'ils savent que si la Croatie bat la France demain, la Croatie peut encore terminer première de son groupe avec le goal average. Donc même si ça sera difficile parce qu'il y avait 5 buts d'écart entre les Croates et les Espagnols.
Les Espagnols qui, dans le championnat d'Espagne, donc brillent plus ou moins, puisqu'ils ne font pas partie forcément des meilleurs buteurs. Guirosa, lui, 79 buts. Et derrière Entre Rios avec ses 82 buts, les deux, donc ils sont les deux meilleurs représentants de cette équipe d'Espagne, mais arrivent en 10e place des buteurs. Masip, Lozano. Parfait. Voilà. Allez, Golic. Monté ou pas, André? Voilà, il y aura Casal peut-être sur l'aile. Il l'a, Patrick Casal, et il va tirer. Oh, ça c'est un Chabala superbe de Patrick Casal qui s'est amusé avec David Barufet, et 24-19 pour la France. Oh, une belle montée collective des Français, hein, ballon récupéré. André qui fixe vers l'intérieur, qui décale Cédric. Et ça finit sur Patrick, une montée de balle qui rappelle certainement une montée montpelliéraine, puisque les 3 joueurs ont joué ensemble l'année dernière sous les mêmes couleurs. Lozano, Chepkin. Oh, il arrête Bruno Martini. Ça fait 2 échecs de Chepkin et Bruno Martini. Regardez Chepkin avec une hargne. Ouais, Bruno qui s'est avancé comme il fallait. Chepkin qui a tourné extrêmement vite, mais qui a peut-être pas eu le temps de se rendre compte que Bruno avait complètement fermé l'angle, était avancé sur lui. Et donc ça bénéficie à Bruno. Oui, et nous apercevons, vous ne le voyez pas, mais Daniel Costantini qui est debout là et qui croit rêver, hein, Daniel. L'entraîneur français qui aurait pu imaginer que cette équipe de France joue à ce niveau dans cet Euro. Pour l'instant, ça ressemble trait pour trait à l'aventure des filles, encore une fois. Et si je reprends ça, c'est volontairement, puisque ce sont les aveux des joueurs. Hein. Lorsque nous les avons rencontrés avant cet Euro, il faut faire comme les filles. Alors les Français vont récupérer le ballon. Olaya va rentrer en défense, ainsi que Inaki Urdangarin, le capitaine espagnol. Bon, c'est vrai qu'on pourrait dire que l'Espagne avait Inaki Urdangarin bronchiteux, Ortega et Dutchebaev absents. Donc d'accord, hein, mais quand même. Les arbitres qui lèvent le bras pour signifier... Patrick Casal qui lui ne s'est pas posé de question. Le Réunionnais se régale face à ceux qu'il côtoie tout au long de l'année. 7e but de Patrick Casal. Mais les Français sont quand même assez impressionnants, puisque à chaque fois que les arbitres font mine de siffler refus de jeu, où ils arrivent à trouver la faute qui nous permet de garder le ballon, ou alors un tir comme vient de faire Patrick, extraordinaire, qui nous permet de maintenir l'avance. Mais toujours à des moments cohérents, toujours pertinents, ce que font les Français. Grande maturité qu'ils sont en train d'exprimer, c'est ce qu'on recherchait depuis les matchs qui ont précédé ce championnat d'Europe. Oui, l'équipe de France, en jouant comme ça, peut espérer voyager. Hein. Tout à fait. Encore une fois, on ne va rien dire, on ne va pas vendre la peau de l'ours, etc. Mais plus 6 à 6 minutes de la fin du temps réglementaire face à l'Espagne, c'est à côté. Et ballon chez nous, Frédéric. Et oui, allez, si ça fait plus 7 avec moins de 6 minutes de jeu encore à jouer, c'est une affaire qui est bien partie. Hein. Puis Ségur, Richardson, Wilberger, Golic et de l'autre côté, Burdet, Casal. Attention, Jackson Richardson qui est allé se frotter. Andrei Chepkin. Ah oui, c'est un peu présomptueux cette passe de Marc Wilberger sur Cédric Burdet. Mais enfin, ça veut dire aussi qu'ils se font confiance. Hein, parce qu'on regarde cette occasion. Voilà, Chepkin qui a marqué. Ouais, Bruno qui a hésité à avancer comme il l'a fait sur l'action précédente. C'est dommage. Là, il avait peut-être pris un ascendant psychologique sur Chepkin, qui apparemment a pris un peu plus de temps pour regarder, mais qui aurait été gêné si Bruno était avancé de la même manière. Je peux juste faire part d'une analyse de Daniel Costantini concernant la défense de Chepkin, qui estimait que Chepkin était certainement plus gêné par les pivots de petite taille comme le sont Laurent et Bertrand, ce qui était au désavantage de ce grand défenseur. Donc 5 minutes de jeu et 25-20, c'est-à-dire qu'ils font un but par minute pour les Espagnols sans en prendre un. Faute sur Laurent Puységur. Alors y avait-il pénalty ou non? C'est à voir. Enfin, les arbitres ont tranché. Les arbitres suédois ont tranché. La France bien partie pour battre l'Espagne dans cet Euro. Alors là, personne n'y pensait en ce début d'Euro. Sûrement pas vous, Frédéric, qui êtes un fan du championnat espagnol et des joueurs espagnols, puisque vous en placez quand même 4 dans votre équipe d'Europe. C'est reparti avec Ugalde. Ugalde Guirosa. Voilà, c'est bien, une petite faute, très bien, très bien. Ça coupe la contre-attaque, ça empêche l'Espagne de se mettre dans un rythme plus dynamique que ce qu'ils font actuellement. Donc c'est une faute dont on ne peut pas se féliciter, mais qui ne fait pas trop de mal. Oui, et là ça peut
toujours dans ce laps de temps qui est maintenant important. Ça peut encore, dans les 5 minutes, permettre à l'Espagne de revenir. Oh, voilà l'arrêt de Bruno Martini qui est terrible parce qu'il avait fait 6 sur 6 pour l'instant, Enric Massip au pénalty. Et là, ça fera maintenant 6 sur 7. Au revoir le 100%. Et bravo Bruno Martini qui est pour l'instant, au vu des statistiques, le meilleur gardien de l'Euro 2000. Et ça, personne n'aurait pu y penser en début de saison. Après son départ de l'Espagne qui l'avait mis plus bas que terre. Quel symbole aujourd'hui! Tout à fait. C'est vraiment l'arrêt qui pourrait tuer le match de la part de Bruno. Ouais, c'est vrai que... Allez-y Eric, hein, n'ayez pas peur. Non, j'ai regardé l'action parce que ça commençait à tourner un petit peu dans tous les sens et il fallait un moment trouver le tir probablement. Alors donc les Espagnols vont récupérer le ballon, on regarde toujours le chronomètre, 56 minutes 23, donc il reste 3:30. Bon, il y a des retournements de situation assez miraculeux parfois, mais là l'équipe de France peut nous laisser penser qu'avec la maturité d'expression qui est la sienne actuellement, ce méfait ne risque pas de nous arriver. Oui, on se souvient d'un 27-20 contre la Roumanie, c'est ça? En 93, mais là je crois que c'est le plus grand renversement de situation qu'on ait pu vivre. Au moins pour l'équipe de France, puisque nous avions réussi à remonter 7 buts en 8 minutes je crois, et réussir à gagner le match d'un but. Massip, Entre Rios, Lozano, Massip pour Entre Rios. Les Espagnols qui ont du mal. Face à une défense française hyper agressive, c'est encore perdu. Et là, on peut dire maintenant, alors qu'il va rester dans 15 secondes, 3 minutes, avec plus 5 pour les Français, on peut dire que c'est... Non, je ne veux pas le dire. Ne le disons pas. Allez, on ne le dit pas. Patrick Casal. Ah, ça, c'est quand même la grosse cote. Hein. À 3 minutes de la fin à plus 5, on n'est pas loin de pouvoir le dire quand même, Frédéric. Oui, et si aujourd'hui les Croates venaient à faire une contre-performance face à l'Ukraine, la France peut être qualifiée. Mais on ne peut pas vous dire à ce moment-là du match. Hein, puisque ça se joue Cédric, après. Badaboum. Cédric Burdet et Didier Dinard, son copain de Montpellier qui s'est levé sur le banc de touche. Ces Français aujourd'hui, ils sont phénoménaux. Et quand on pense que le mondial 2001 aura lieu en France et que l'objectif de la fédération était de dire on prépare ce mondial, avec bien sûr les JO avant, pour l'instant, on a des beaux jours à venir. Hein. Ouais, ça vous rappelle de bonnes choses encore une fois. Hein. Eh oui, la Massip, monsieur Massip, ne l'oublions pas. 26-21 pour l'équipe de France. Cédric qui quand même est allé tirer au-dessus de Tchepkin et Olala, et quand on connaît la dimension de ces deux joueurs, ça prouve vraiment que Cédric est en confiance comme le reste de l'équipe. Richardson, Vilberger avec Laurent Pusségur, le pivot qui va aller se frotter aux deux grands Juancho Pérez et Tchepkin. Ah, il est au niveau des aisselles, il n'y a pas à dire. Oui, tous deux à plus de 2,10 m. Allez, encore une fois en espagnol. Voilà, Richardson entre Réunionnais. Et bien voilà, Patrick Casal remet un but. On va vous dire exactement combien de buts a inscrit Patrick Casal dans ce France-Espagne. 8 buts pour Patrick Casal, 8 sur 15. Voilà, Jack qui va refaire un petit peu comme contre l'Allemagne, où en fin de match, au moment où les Allemands pouvaient revenir, il a gratté les 2-3 ballons qu'il fallait encore une fois. Et Bruno Martini sur Massip et Juancho Pérez. Et alors, pourquoi l'arbitre a sifflé pénalty? 7 mètres, il devait y avoir du monde en zone, il y avait beaucoup de monde. Oui, avec Bruno Martini qui se congratule avec Marc Vilberger. Stéphane Joulin sur le banc de touche. Il n'a pas beaucoup joué aujourd'hui, Stéphane Joulin, mais il est content parce que c'est son équipe. Et tout comme Grégory Anctil qui ne joue pas, Thierry Omeyer, Daniel Narcisse, ils sont tous fous de joie. Cette équipe française rayonne. Ah ouais, Guirosa, bravo. Ça, c'est Guirosa. Et Bruno Martini s'énerve parce qu'il a regardé Raphaël Guirosa dans les yeux, il n'aime pas prendre un but. C'est un pléonasme, Frédéric, Bruno Martini qui s'énerve. Et la dernière minute, 27-22 pour l'équipe de France qui va battre donc l'Espagne. Et Bruno Martini qui continue. Et je pense que Guirosa avait peut-être eu quelques histoires avec lui en Espagne, peut-être. Et ça c'est superbe, Le but de Laurent Pusségur, ça fait... Alors tout le monde s'est levé, ça fait plaisir. Laurent Pusségur, un temps de jeu minime. Mais alors, toujours là, toujours présent. Bravo Laurent Pusségur, c'est bien qu'il marque. Pas de but de Didier Dinard aujourd'hui, tiens. Non. 30 secondes. Et plus 6, oui.
Oh là là là. Et alors au goal average, on peut voyager tranquille face à la Croatie. Hein. Là encore, hein, c'est important. Allez, Et les on est à 20 Français, secondes de la fin. Ouais, les Français vont peut-être être premiers de leur poule avec. On attendra le France-Croatie de demain, mais il faudra que la Croatie, pour être première, batte la France par plus 7. Et avec ce qu'on voit là maintenant, c'est quand même quelque chose. Villeberger, Richardson, Burdet. Et voilà, ça y est, c'est terminé. L'équipe de France, et c'est une surprise énorme, comme seuls les Français en handball peuvent nous réserver. L'équipe de France a battu l'Espagne 28-22. Allez, Eric, réaction. On est un petit peu sans voix là, on n'y croit pas trop, un écart comme ça qui s'est fait réellement sans qu'on ait senti l'Espagne se réveiller. Les Français ont tué le match. Une grande efficacité au tir, hein, c'est ce qui explique certainement l'écart. Nos gardiens ont fait le travail, mais par contre nos tireurs ont été rudement efficaces contre les gardiens espagnols qui sont parmi les meilleurs du monde. L'absence de Douchebaïev qui a certainement déséquilibré un petit peu le jeu des Espagnols. La blessure d'Ortega qui a pas arrangé le tout. Donc plus de gauchers sur l'aile droite espagnole et un petit peu trop de confiance. Ils sont installés trop facilement dans la peau du favori. Leur agressivité était nettement moindre par rapport au match précédent. Et les Français, avec leur enthousiasme, leur joie, leur bonheur, leur décontraction, on retrouve une grande équipe de France. Une nouvelle équipe est née, Frédéric. Hein. Ah ouais, là c'est clair. Et nous avons donc ces joueurs français là qui sont en train de se congratuler avec un Didier Dinard qui a sauté dans les bras précédemment, vous ne l'avez pas vu, dans les bras de Marc Villeberger. Et tout ça pour le plus grand bonheur donc de ce handball français qui est en train de se redonner des couleurs aussi bien avec les filles et donc maintenant avec les garçons. Nous regardons les statistiques de cette deuxième mi-temps où la France a brillé, beaucoup brillé. Et je peux vous dire par exemple les buteurs hein, français. 3 buts pour Burdet, 4 pour Gilles, 2 pour Golic, 1 pour Puisségur, 2 pour Villeberger et Joulin, 6 pour Richardson et 8 pour Patrick Casal. Donc 14-8 pour nos deux réunionnais. C'est encore une grande victoire de ce handball qui arrive à produire des champions de très haut niveau. Une école de handball qui actuellement est en stage à Aix-en-Provence, à qui nous faisons un petit coucou puisqu'ils regardent le match pour préparer leur championnat de France à Istres. Voilà donc je pense que Patrick Casal va nous rejoindre. Patrick Casal qui est en train de marcher dans les tribunes et qui essaye de nous retrouver. Voilà Patrick qui va venir au micro de Pathé Sport. Eric Quintin va lui laisser le casque. Grand match de Patrick Casal évidemment qui jouait face aux Espagnols. Il évolue dans le championnat espagnol, Patrick Casal à Irún, et il se devait aujourd'hui de faire un énorme match et de venir donc au micro de Pathé Sport. Patrick Casal, voilà, qui prend le micro. Patrick, ne pas trop tirer le fil, voilà, ça y est. Bon Patrick, quel bonheur, quel bonheur. Ouais, c'est sûr, surtout pour moi qui ne vais pas pouvoir me faire chambrer pendant toute la fin de saison en Espagne. Mais bon, c'est vrai qu'on est même impressionnés nous-mêmes de voir ce qu'on arrive à faire tellement on joue et on se fait plaisir surtout. Quoi. Entonces se puede imaginar el título, hein, en français on peut imaginer le titre, je ne peux pas trop le dire donc. Non, je pense que si on se qualifie demain, après-demain plutôt pour les demi-finales, je crois qu'on aura fait déjà quelque chose de bien. Et après, bon, on se met pas de pression, nous on continue, on a envie de se faire plaisir et puis je crois que le mot d'ordre, encore une fois, je me répète, c'est de se faire plaisir. Quoi. Oui, puis alors il faudra gérer la défaite hein, face à la Croatie par exemple, en une éventuelle défaite. Je sais que ce mot ne vous plaît pas maintenant, c'est le maître mot de l'équipe de France, mais il risque d'y avoir donc une relation à 3 équipes, Espagne et au goal average. Vous avez fait plus 6 et les Espagnols plus 5 face à la Croatie, c'est bien parti. Bon, je crois que pour nous, le calcul est clair, c'est demain encore une victoire. Qu'est-ce qu'on aime ça. Et ça. Donc, mais bon, c'est vrai qu'il va falloir gérer, puisque bon, c'est vrai qu'avec une défaite, on peut se retrouver à 3 égalités, donc tout peut arriver encore. Voilà, on aime entendre ces mots. Merci Patrick Casal d'être venu. Merci, bravo à cette équipe de France. Vous restez avec nous puisque sur Pathé Sport, nous vous proposons un autre match de cette poule A, Allemagne-Norvège. Ça va être très intéressant de voir les Allemands après leurs différentes défaites. Les Norvégiens aussi qui voulaient avoir une nouvelle équipe et donc qui se cherchent. Un match très intéressant que nous suivrons donc dans un instant à 19h alors qu'on revoit ce but de Patrick Casal
Eric, on a entendu là encore des choses qui font plaisir. Hein. Ouais, non, mais c'est extraordinaire. Là. Je revis un peu quelques moments où vous vous sentez en totale harmonie les uns avec les autres sur le terrain, où le moindre choc avec l'attaquant adverse ne vous fait pas mal. Vous êtes dans un état un petit peu en transe collectivement. Toutes les choses vont dans le sens que vous souhaitez. Et là, c'est actuellement ce qui se passe pour les joueurs de l'équipe de France et ils doivent vivre vraiment de grands instants. Quand on sait qu'on est sur le premier événement qui était sur le chemin de la route du championnat du monde de 2001, avec un événement aussi important que les Jeux Olympiques au milieu, ça peut laisser augurer vraiment de grands espoirs, mais profitons de ce que nous vivons pour l'instant. Voilà, allez, c'est sur cette dernière occasion et le but de Patrick Casal. Allez, voilà, c'est tout trouvé. On se retrouve donc à 19 h pour Allemagne-Norvège. À tout à l'heure, au revoir. Non, c'est quand même quelque chose.